Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'avec la numérisation des images, on a perdu le grain ou l'authenticité ou l'imperfection justement immanente aux choses qui sont. C'est-à-dire qu'en gros, le discours réactionnaire, moi j'ai tendance à tenir ce discours-là d'ailleurs, le discours réactionnaire de l'idée qu'avec l'arrivée du numérique, tu perds la souplesse de l'argentique, tu vois. Alors, tu gagnes en efficacité, ce que tu perds en fluidité. De la même façon, avec l'invention du compact disque, tu épures le son de toutes les scories, tous les grésillements, etc. Mais en même temps, tu perds une espèce de velouté de la voix. Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent ça? Moi, j'ai la sensation que c'est les gens... un peu conservateur, quoi. Oui, je comprends ça et effectivement, je vois aussi les attraits de la trame, les attraits des imperfections, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit... Enfin, c'est le plaisir de la matière, finalement. C'est les gens qui vont avoir un plaisir de la matière qui peut être effectivement plus grand lorsqu'il y a ce que tu appelais les imperfections. Mais nous, tu vois, c'est la raison pour laquelle on fait cette émission en plan séquence. Au lieu de faire 4 plans successifs devant chaque image, qu'on pourrait ensuite couper au montage avec des plans de coupe, etc., on assume le plan séquence avec ses imperfections, mais d'une certaine façon, son Il y a un honnêteté. plaisir de l'imperfection, évidemment. Il y a une vraie volupté de l'imperfection, parce qu'elle relève de l'honnêteté. C'est pas parce qu'on est imparfait qu'on est honnête, mais c'est parce qu'on est honnête souvent qu'on est imparfait. C'est vrai. Et il y a aussi il y a une œuvre que j'aime beaucoup d'un artiste belge qui s'appelle Francis Alice. Et l'œuvre s'appelle « Être un spectateur, c'est attendre que l'accident arrive ». Et effectivement, dans un plan séquence, l'accident peut arriver. On ne pourra pas l'enlever. On ne pourra pas l'enlever. D'ailleurs, on ne pourra pas enlever là, le porte-manteau qui s'est cassé la gueule et Karine, qui d'un geste magnifique est allée rattraper le truc à toute vitesse comme ça. Ton travail à toi, c'est quoi concrètement? Alors, c'est un travail qui prend des formes multiples. Notamment, il y a un travail qui est assez proche des thématiques qu'on a touchées ici. Qui truc de Roof notamment? Oui, de Roof, dans le sens où c'est une image que nous, on a décidé d'accrocher dans la rue, mais les images qui sont accrochées dans la rue, généralement, c'est des images évidemment utilitaires, publicitaires. Et ce qui m'intéresse, c'est le moment où l'image publicitaire s'autodétruit. Alors à Paris, notamment, on a des affichages qui tournent pour pouvoir montrer plusieurs images. Voilà. Et qui change, et parfois ça coince. Et l'image est abîmée. Et c'est le mécanisme de monstration lui-même qui va abîmer l'image. C'est-à-dire, il va la déchirer. Oui, c'est bien ça. Et c'est comme si le produit, avant même d'être vendu, il est déjà cassé, virtuellement cassé par la destruction de l'image. Et lorsque ça arrive et qu'il y a un effet vraiment, ou bien au sens, au niveau sémantique ou formel qui est frappant, je reprends la photo et c'est là que tu interviens. Voilà, c'est là que j'interviens. Je trouve, c'est des images trouvées finalement, c'est des moments comme ça où la machine, elle s'arrête, où une roue coince au sens propre du terme, une petite roue de toute cette machine de production, de publicité, un rouage. Oui, voilà, de production, publicité, puis vente coince et il y a un arrêt sur image. Et une destruction partielle de l'image, et ça reste toujours une image, sauf qu'il y a quelque chose qui... Sauf que ce qu'elle montre, c'est autre chose que ce qu'elle prétend montrer. Voilà. C'est à ce moment-là. Mais alors, c'est ça qui est intéressant. Moi, un de mes regrets, c'est que on dit souvent il faut se débarrasser des images, on vit dans un monde d'images, allons vers l'envers du décor. Tu vois. Mais l'envers du décor, c'est quoi? C'est une image supplémentaire, c'est une image plus intéressante. Effectivement, oui. C'est là qu'il y a les accidents. C'est une image qui se déchire, tu vois une autre image, tu vois l'image d'une image qui se déchire. C'est drôle que tu parles de la déchirure de l'image parce qu'il y a des images de Magritte. Magritte, il a beaucoup travaillé effectivement sur l'image qui est en train de se faire ou l'image qui se casse. Et il y a une image qui s'appelle Le soir qui tombe, où on a une vitre et sur la vitre casse et sur les fragments de vitre, on voit encore ce qu'il y avait derrière. Et Magritte, pendant un certain temps, il a été considéré un peu un peintre pompier. Il y a Philippe Dagen qui a de la critique d'art pour Le Monde, qui a pu écrire
que c'était un peintre mineur du XXe siècle. Oui, j'adore ce genre de critique d'art. Je trouve ça merveilleux. Et alors ouais. Parce qu'effectivement, je pense c'est des gens qui croient que la peinture, il faut qu'il y ait de la pâte. Et s'il n'y a pas de la pâte dans la peinture, c'est pas intéressant. Voilà. Et chez Magritte, il y a très peu de pâte. Et s'il y a de la pâte, c'est pour montrer justement, à des moments comme on l'a vu là tout à l'heure, montrer comment l'image est en train de se faire. Et sinon, l'image, elle est assez lisse et elle est une image. Voilà. Et c'est vraiment les dernières années que Magritte a été beaucoup récupéré. Il y avait toujours des artistes qui s'intéressaient à lui, notamment Reuters en Belgique. Mais maintenant, il y a une jeune génération d'artistes en France, plutôt art conceptuel, mais un art conceptuel, l'art conceptuel un peu traditionnel des années 60, qui met en avant le plaisir de l'intellect plus que le plaisir de la forme. Moi, ça me tombe des mains, l'art conceptuel, de temps en temps. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Pour une raison toute simple, c'est que c'est un art intelligent. Oui. Ou qui prétend à l'intelligence, si tu veux. Et qu'à un moment, tu es là, tu dis, bon, voilà, Effectivement. arrêtons de penser. Où se trouve le plaisir, où se trouve la découverte véritable. Tu vois. Donc là, j'ai toujours eu du mal avec les monochromes. À la limite, qu'il y en ait un, je veux bien, qui est le premier monochrome. Bon, mais qu'après tu fasses un triptyque de monochrome, les gens sanctifient ça m'a toujours semblé bizarre, tu vois. Même si dans le monochrome encore, il y a souvent un enjeu vraiment de plaisir esthétique, de plaisir visuel, c'est pas uniquement... C'est vrai. C'est pas conceptuel à ce point, sauf chez certains peintres, effectivement, il y a pu y avoir des monochromes plus conceptuels. Mais je pense que l'art conceptuel, si aujourd'hui il peut encore exister, on parle d'art post-conceptuel évidemment, il doit intégrer la matière, il doit jouer avec la matière. Dans les années 60, quand ce mouvement a commencé, on voulait neutraliser la forme, on voulait une neutralité de la forme. Alors c'est une illusion évidemment, c'est pas parce que tu vas prendre une typographie standard qu'il n'y aura pas de typographie. Ce sera toujours une typographie, elle ne sera pas neutre. Et je pense que finalement, ce qui est intéressant dans l'art conceptuel actuel, c'est qu'il y a un jeu entre forme et raison, entre forme et intelligence, entre matière et ce qu'on veut dire. Tu vois, par exemple, l'art du collage, par exemple. Je connais des gens dont le travail, c'est de faire des collages et qui tiennent l'arrivée du scanner, par exemple, informatique, pour une catastrophe. Parce que le scanner permet de dompter la matière en amont, c'est-à-dire de donner exactement à l'objet dont ils ont besoin, à l'élément dont ils ont besoin pour leur collage, la taille qui leur convient. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus tributaires de l'arbitraire de la matière. Tu vois, alors que ce qui faisait la grandeur d'un collage, c'était aussi que les éléments soient de la taille qu'ils veulent et non pas de la taille qu'on veut. Et qu'en somme, l'intention était quand même subordonnée à la matière plus que l'inverse. Il fallait les trouver, les éléments. Il fallait les trouver, ou alors tu prenais au hasard tout ça et tu trouvais un sens à tout ça, comme un rébus, tu vois. C'est drôle que tu en parles parce que j'ai aussi fait des collages à un moment. Et hier, j'ai rencontré un galeriste et il m'a demandé de lui envoyer par mail. Mais si je les scanne, ça perd en partie de son intérêt parce que une partie qui est intéressante, c'est effectivement cette différence très légère, mais de hauteur par exemple, la superposition, la colle. Et en plus, si on scanne ça, ça risque de ressembler à une image numérique faite sur Photoshop. Alors qu'effectivement, ce qui était intéressant, c'est qu'on a collé deux parties qui venaient d'endroits différents, qui ont une histoire d'ailleurs. Enfin, c'est ça aussi le collage. C'est-à-dire le scanner va lisser tout ça. Il va lisser tout ça et en plus, il va donner la sensation, lorsque ce sera une image numérisée, on va avoir la sensation que c'est quelqu'un qui s'est amusé sur un programme de traitement d'image comme Photoshop. Voilà, c'est ça. Alors, ce qui est amusant aussi, c'est de penser on n'a pas fait le lien avec ça, puisqu'on a parlé d'image publicitaire, mais on aurait pu parler du caractère non reproductible des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une image qui n'est pas reproductible? Une image publicitaire, elle est par définition reproductible à l'infini. Mais une affiche qui se déchire, cette image-là, elle est unique au monde. Absolument. Oui, c'est vrai que ça, c'est très intéressant. C'est comme si elle retrouvait l'unicité par la destruction, par la destruction partielle. Et c'est Benjamin qui parle de l'aura. Bon, il y a cet essai sur la reproductibilité de l'œuvre d'art. Et je pense que l'aura, on peut la retrouver dans l'objet manufacturé du moment où il a subi un accident. Quand j'ai renversé un café sur mon livre, ce ne sera plus le livre qu'il a été avant, mais ce sera mon livre avec sa tache de café de tel jour, dans tel café, etc. Exactement.
Et Bon. il retrouvera une aura au Aux moins à armes. Mézières. Bon. Tout à fait. Merci en tout cas. Merci à toi. Merci.